Bonjour à tous, bienvenue dans notre conférence Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Guérard qui va se présenter, qui est un Mensan passionné d'intelligence artificielle et qui va nous parler de sa conférence, donc l'intelligence artificielle générative. À toi, Thomas. Merci, bonjour à toutes et à tous, bienvenue de France, du Québec ou peut-être d'ailleurs. Je vais effectivement, alors je vais peut-être commencer par partager mon écran, ça sera plus simple, et Mm, puis je vais vous faire ma présentation au fur et à mesure. Voilà, tu me confirmes Agnès quand tu vois mon écran et je vais pouvoir démarrer. impeccable, c'est bon. Bon, parfait. Écoutez, tout d'abord, un grand merci pour votre présence ce samedi 23 mars 2024 pour une conférence que j'ai intitulée «L'IA pour tous, démystifier l'intelligence artificielle générative». C'est un mot, enfin c'est un titre un petit peu pompeux, mais justement comme c'est un sujet qui peut être nébuleux ou qui peut être inquiétant pour certains, j'ai justement souhaité parler de ce sujet que je connais. Alors j'ai d'abord commencé par me présenter. Euh, Hop, si je clique bien, voilà, qui suis-je? Donc Thomas Guérard, 49 tours autour du soleil, bientôt 50 à la fin de l'année, et un jeune Mensan, j'ai rejoint Mensa en juin 2023. De formation ingénieur généraliste, j'ai une expérience dans l'industrie, principalement en production et en qualité aéronautique. En parallèle, je suis secouriste bénévole à la Croix-Rouge française, formateur de premiers secours depuis très peu. Et puis surtout, je suis ce que l'on appelle vulgairement un geek. Je suis passionné de nouvelles technologies. Et c'est à ce titre-là que j'ai pu commencer à m'intéresser à l'intelligence artificielle et puis découvrir l'intelligence artificielle générative. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Pourquoi cette conférence tout d'abord? Je vais commencer par une citation d'Idriss Aberkane qui a repris en fait une citation d'Arthur Schopenhauer qui dit que toute révolution, toute idée dans la citation originale, franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. Dans l'histoire, toute grande révolution est quasiment systématiquement passée par cette étape, que ce soit l'abolition de l'esclavage, ridicule d'abord, dangereux parce que ça remettait beaucoup de choses en cause, puis évidente. Le droit de vote des femmes plus récemment, l'arrivée d'Internet dans notre monde, et puis plus récemment, l'idée qu'on pourrait un jour tous se promener avec un appareil dans la main dans lequel on parlerait et sur lequel on regarderait des vidéos, ça aurait pu paraître ridicule, ça aurait pu paraître, ça a paru d'ailleurs très inquiétant quand ça commençait, et puis aujourd'hui c'est une évidence, on a tous cela. Et et voilà, je considère aujourd'hui, et je suis pas le seul, que l'intelligence artificielle est en train de franchir ces trois étapes. L'idée qu'un ordinateur puisse être intelligent et discuter avec un humain était tout d'abord une idée ridicule. Euh, on est aujourd'hui entre la deuxième phase et la troisième phase. C'est-à-dire que l'opposition est présente, on va en reparler, mais je pense que vous êtes tous un peu au fait du buzz et de l'actualité liée à l'intelligence artificielle. Et puis, euh, et puis une évidence, pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà partout dans notre vie. Vous vous en rendez pas forcément compte, vous avez peut-être conscience de ça, mais j'ai voulu, pour illustrer ça, synthétiser une journée type. Alors, je vais vous faire une présentation, enfin un slide un petit peu violent, mais on va essayer de parcourir une journée type dans notre vie. Donc, il est 8 heures. On prend un café, c'est parti. On navigue sur des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok selon les générations.
Et bah, dans chacun de ces réseaux sociaux, le fil d'actualité qui vous est proposé est unique. Il n'a pas été programmé, il est adapté à vos goûts, à votre historique, à ce que une intelligence artificielle qui est derrière pense que le sujet devrait vous intéresser ou doit vous intéresser. Ensuite, sur le trajet du travail, on écoute de la musique, que ce soit sur Spotify, Deezer ou autre. Et puis, ces playlists qui vous sont proposées sont souvent adaptées bah, de vos goûts musicaux, mais également des goûts musicaux de personnes qui aiment le même type de musique que vous. Et c'est une intelligence artificielle qui fait ce calcul-là et qui vous adapte ce qu'elle vous propose. 9h30, on ouvre la messagerie et puis on se rend compte au fur et à mesure que l'on tape nos messages que la messagerie continue nos phrases. Donc on commence à taper bonjour, virgule, et en gris apparaît comment allez-vous? Ou autre type de phrase. Là, on a effectivement un bon exemple d'intelligence artificielle qui est déjà à l'œuvre. On passe au repas, on prend une photo du dessert. Pendant qu'on prend la photo, l'appareil photo se calibre automatiquement et là, on a intégré à notre appareil photo ou à notre smartphone une intelligence artificielle qui va adapter l'image en fonction de ce qu'elle voit et de ce qu'elle prend. Ensuite, on poste la photo sur les réseaux sociaux avec nos collègues, et puis la plateforme nous suggère d'identifier des personnes. On est également dans le cadre d'une intelligence artificielle. Début d'après-midi, un petit tour sur LinkedIn, un réseau social professionnel qui nous fait des recommandations de posts, qui va nous proposer des personnes que l'on connaît ou que l'on pourrait connaître, parce qu'elles sont dans des sociétés proches ou elles ont des goûts proches des vôtres ou des intérêts proches des vôtres. On a encore affaire à l'intelligence artificielle, donc j'ai essayé d'arrêter de répéter ce mot-là parce que vous allez l'entendre tout le long de la conférence. 18h, retour à la maison, on utilise Google Maps ou Waze, des outils qui sont basés exclusivement, effectivement, sur une IA, pour notamment vous proposer le chemin le plus court ou des chemins alternatifs en fonction de la circulation et qui est calculé en temps réel et qui est vraiment adapté à votre utilisation à vous. Fin de journée, petit passage sur les sites de e-commerce, Cdiscount, Fnac, Amazon, qui vous font des propositions adaptées à vos envies, à vos goûts, à vos achats récents, mais également à des choses ou à des produits qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont imaginés comme étant potentiellement intéressants pour vous. Le soir, on se pose tranquillement devant la télé ou devant Netflix, Prime Video ou tout autre site de streaming et on a une liste de recommandations de films, de séries adaptées. Donc, comme vous le voyez à travers ce petit passage sur une journée type, l'intelligence artificielle est déjà bien présente dans notre vie de tous les jours, dans les outils que quasiment tout le monde utilise. Ensuite, je voulais parler de ce sujet pour deux raisons plus personnelles. Bon, la première, effectivement, c'est que je suis passionné pour ce sujet, l'intelligence artificielle en général et notamment ChatGPT, dont vous avez certainement entendu parler, sauf si vous étiez caché dans une grotte les 2 dernières années. Mais également pour démystifier un sujet d'actualité, parfois clivant, et là on est dans la phase d'opposition de la révolution. C'est que c'est un sujet dont beaucoup de personnes parlent, mais que peu de personnes connaissent vraiment à fond pour en parler. Donc voilà, c'était les points principaux pourquoi j'ai proposé à Agnès d'animer cette conférence. Petite précision, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation assez générale. On va vulgariser l'intelligence artificielle, principalement destinée aux personnes qui ne la connaissent pas ou peu. Donc, s'il y a effectivement des experts dans l'assistance, je suis un passionné, je ne suis pas un expert. Donc, si jamais je fais quelques approximations, je vous remercie par avance pour votre tolérance et votre compréhension. Bon, pour démarrer rapidement le plan de la conférence, après l'introduction qui se termine là, je vais vous faire une petite histoire de l'intelligence artificielle, vous parler des grands types d'intelligence artificielle théorique. Ensuite, je vais m'attarder plus précisément à vous expliquer ce qu'est une intelligence artificielle générative.
Je vais faire un gros focus sur ChatGPT. On fera un petit passage sur les autres intelligences artificielles génératives. Et puis, un dernier point que je vais aborder assez rapidement, même si lui mériterait de faire une conférence à lui tout seul, le sujet des risques, mais également des opportunités apportées par l'intelligence artificielle. Et je conclurai cette conférence par quelques messages clés que je souhaite vous faire passer en tant que passionné. Et puis voilà pour ce sujet général. Donc, brièvement, les origines de l'intelligence artificielle, on estime qu'elles débutent dans l'Antiquité, où des histoires, mythes et rumeurs parlaient d'êtres artificiels qui pourraient être conçus par des maîtres artisans. Alors, on était très très loin d'envisager qu'un jour une machine pourrait nous répondre, mais voilà, l'idée commençait déjà à germer. Et puis, par la suite, des philosophes et des scientifiques ont commencé à analyser le processus de la pensée humaine pour mieux le comprendre, mieux le décortiquer. Et on verra que ça a été la base parce que ça a servi justement à faire de la recherche sur le sujet et à développer une programmation qui pourrait ressembler le plus proche possible à la pensée humaine. Mais principalement, et on va le voir juste après, c'est après la Seconde Guerre mondiale et surtout l'invention des ordinateurs et l'explosion des ordinateurs que l'IA va vraiment décoller. Donc, quelques dates clés, je ne vais pas toutes les balayer, mais l'intelligence artificielle, ou plutôt le terme intelligence artificielle, apparaît en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, euh, où un chercheur va évoquer ce mot qui restera et qui reste aujourd'hui comme étant la définition du sujet. On verra un petit peu plus tard la définition qu'il en donne. Un petit peu plus tard, dans les années 80, dans la recherche, la création de réseaux de neurones convolutifs, qui est un terme un petit peu barbare, un petit peu technique, mais surtout le concept de réseau de neurones que je vais essayer de vous détailler un petit peu sur la suite, qui est en fait une forme de biomimétisme, c'est-à-dire qu'on est capable de simuler de manière informatique le fonctionnement du réseau humain, enfin du réseau, pardon, du cerveau humain avec l'analyse des fonctionnements du neurone. Et puis, ce réseau de neurones convolutifs va effectivement, et de manière d'abord théorique puis pratique, donner la naissance à la puissance aujourd'hui de l'intelligence artificielle. En 1997, les plus anciens d'entre nous se rappellent peut-être de la une aux informations comme quoi le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov à l'époque, a été battu par un ordinateur, ce qui était une véritable révolution dans le domaine. Quelques années plus tard, je passe sur le côté Jeopardy, un jeu américain, mais AlphaGo, donc une invention de Google, va battre à son tour le champion du monde de Go. Le jeu de Go est un jeu qui est beaucoup plus compliqué en termes de nombre de possibilités et de réflexion que les échecs. Et pour la petite anecdote, durant cette compétition qui était très acharnée, les joueurs jouaient les uns après les autres et plaçaient des coups. Et à un moment du jeu, AlphaGo, donc l'intelligence artificielle, va faire un coup qui va paraître mais complètement absurde aux joueurs professionnels. Et parce que c'était pas du tout dans la norme et c'était pas du tout prévisible. Et en fait, c'est ce coup-là qui va lui permettre de gagner. Donc, en fait, l'intelligence artificielle qui, elle, n'avait pas du tout conscience de la norme et puis de ce qu'il fallait faire dans le jeu de Go, ou plutôt connaissait très bien les règles et puis avait analysé beaucoup, enfin des milliers et des milliers de parties, en fait, n'était pas bridée par son fonctionnement et a pu sortir de la boîte, comme on peut dire dans l'expression.
2020, ChatGPT, enfin GPT-3, pardon, un modèle d'OpenAI va apparaître et va vraiment commencer à pouvoir proposer de générer du texte et du code informatique. Mais c'est principalement en 2022, novembre 2022 plus précisément, que ChatGPT va être rendu accessible au grand public avec l'énorme buzz que l'on peut avoir, auquel on a pu tous assister, et qui va donner l'explosion de l'intelligence artificielle auprès du grand public aujourd'hui. Donc, je parlais de la conférence de 1956 et le pionnier de l'intelligence artificielle, John McCarthy, la définissait ainsi, plutôt la définit ainsi. Il dit c'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents. Aujourd'hui, la théorie a défini différents types d'intelligence artificielle. Alors, je vais rester très théorique, mais on va voir que c'est souvent de la théorie que naît la pratique. On a quatre grands types d'intelligence artificielle. On a ce que l'on appelle tout d'abord l'intelligence artificielle faible ou étroite. En fait, c'est un système qui serait capable de réaliser une seule tâche, mais de manière quasi parfaite, et ce, sans aucune supervision humaine. Aujourd'hui, on est typiquement sur les applications que je vous ai présentées au début de la conférence. C'est ce type d'intelligence artificielle qui existe. Siri, par exemple, d'Apple, est un bon exemple d'intelligence artificielle faible. La théorie a développé en opposition à l'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle forte. On parle dans ce cas-là de super-intelligence, et c'est un concept qui dit que là on a un modèle qui fait référence à des connaissances philosophiques et peut montrer des signes d'une conscience propre. Aujourd'hui, les chercheurs en intelligence artificielle considèrent que on est clairement dans un scénario proche de la science-fiction, pour une raison simple, c'est que la notion de conscience et les sentiments humains ne sont pas modélisables par des modèles mathématiques qui utilisent des symboles et des calculs. Donc, l'intelligence artificielle forte, aujourd'hui, dans l'état actuel de l'évolution de la recherche sur le sujet, on est dans la science-fiction. Deux concepts suivants comment dire, ont apparu. Tout d'abord, la singularité technologique. Et là, c'est une hypothèse qui va aller beaucoup plus loin que l'intelligence artificielle forte et qui, selon la théorie, dit que cette intelligence artificielle forte deviendrait tellement puissante qu'elle créerait un emballement de croissance technologique, c'est-à-dire que toute nouvelle évolution, tout nouveau progrès ne serait plus fait que par des intelligences artificielles, tellement l'intelligence artificielle aurait dépassé les compétences humaines et aurait dépassé l'homme. Euh, Là, on est également sur de la science-fiction, vu qu'on est sur une évolution de l'intelligence artificielle forte, mais effectivement, ce concept de singularité peut faire peur, et comme on aime se faire peur, beaucoup de films font leur scénario basé sur ce sujet-là, et effectivement, on a énormément d'histoires, que ce soit Terminator ou autre, dans lesquels une intelligence artificielle complètement autonome, capable de raisonner et tellement plus puissante que l'humain, réduirait l'humanité à néant. On reste sur la science, enfin, on est sur la science-fiction pour ce sujet-là, mais heureusement, on a une dernière théorie liée à l'intelligence artificielle, qui est le concept d'intelligence artificielle générale, ou IAG, qui est l'intelligence artificielle qui serait, elle, au-delà de l'intelligence artificielle faible, capable de réaliser n'importe quelle tâche cognitive,
comme le ferait un humain ou un animal. C'est-à-dire que plutôt que se concentrer sur une seule tâche et n'être capable de faire que ça, si je voulais que l'intelligence artificielle de Siri, par exemple, qui est programmée pour répondre et me proposer, enfin, et me faire des interactions avec moi, mais des interactions simples, qu'elle se mette à générer des photos ou à prévoir la météo ou autre, elle n'est pas capable de le faire. L'IAG, en fait, c'est une intelligence artificielle qui serait capable de faire l'ensemble de ces tâches comme aujourd'hui un humain pardon, ou un animal est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et là, les chercheurs pensent qu'aujourd'hui, l'humanité possède la technologie pour pouvoir y arriver. On n'y est pas encore, mais ce petit chronomètre que je vous ai rajouté dans la présentation euh, enfin, prouve qu'on s'y approche et qu'il est fort possible qu'on voit ce type d'intelligence artificielle se développer sur les années à venir. Voilà pour les grands types d'intelligence artificielle et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler plus précisément de l'intelligence artificielle générative. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, il est relativement simple. L'intelligence artificielle générative, c'est une intelligence artificielle qui est capable de générer, que ce soit du texte, des images ou d'autres médias, et elle fonctionne sur la base d'invites de commande ou prompt en anglais. Alors j'utiliserai très probablement souvent le mot anglophone, désolé pour nos amis québécois. Mais effectivement, c'est ces invites de commande ou ces prompts qui permettent de communiquer avec l'intelligence artificielle et de lui permettre de créer des textes, des médias divers et variés. On a rajouté un terme, hein, on parle d'intelligence artificielle générative multimodale quand on parle enfin surtout quand elle peut analyser ou à la base être entraînée sur plusieurs types de données, pas uniquement des textes, mais également des images et éventuellement d'autres types de données, mais surtout qu'elle peut produire elle-même d'autres types de données. Ces systèmes aujourd'hui ont appris à partir de données existantes, mais leur objectif, c'est de produire des œuvres qui n'existent pas encore, mais qui sont plausibles, hein, voire même parfois indiscernables des œuvres humaines. La photo que je vous ai mise sur la droite de l'écran, c'est une photo qui a gagné le Sony World Photography Award 2023 et dont le prix a été refusé par son auteur, qui est un photographe, Boris Elgassen, parce qu'il a voulu justement prouver qu'en fait, une image générée par une intelligence artificielle, donc intitulée Pseudomesia the Electrician, c'était le nom de l'œuvre, pouvait tromper un corpus d'experts et puis être considéré comme ayant été créé par l'homme. Son objectif, il était un peu double. C'était tout d'abord de prouver effectivement que l'intelligence artificielle était aujourd'hui capable de gérer une photo. Et là, les personnes que l'on voit sur cette photo n'existent absolument pas. Elles n'ont jamais existé. Elles ne sont que l'œuvre d'ordinateur. L'autre objectif est un petit peu moins louable, même s'il a bien fonctionné, c'était de lui faire un peu de publicité. Pour parler d'intelligence artificielle générative, je vais rapidement passer sur le concept de réseau de neurones artificiels. En fait, l'intelligence générative utilise, en imitation du fonctionnement du réseau du cerveau humain, un réseau de neurones artificiels pour modéliser un grand nombre de données et surtout les rapports qu'il y a entre ces données. Donc, un réseau de neurones, c'est simplement un groupe d'algorithmes, de programmes informatiques basés sur des mathématiques qui produisent une donnée de sortie à partir de données d'entrée. Entre ces données de sortie, donc les neurones en bleu sur le graphique et les données de sortie, les neurones en vert, vont avoir un certain nombre de couches, des couches cachées, mais qui ont toute leur importance parce que, en fait, quand on a une donnée d'entrée, par exemple,
on voit quelque chose, on a une image. Alors, dans le cas d'un ordinateur, l'image sera décomposée en pixels, mais chaque pixel va être analysé, va passer par ce réseau de neurones qui va faire des allers-retours et qui va apprendre au fur et à mesure, qui va émettre des hypothèses, va faire des sorties, enfin, va donner des sorties. Et puis, quand ces hypothèses seront erronées, soit parce qu'elles auront détecté qu'elles sont erronées, soit parce qu'on leur a dit en données de sortie, attends, tu t'es trompé, et ben le cheminement va se faire dans le sens inverse. Et ces allers-retours entre ces différentes couches vont faire apprendre à l'ensemble du système, donc à ce réseau de neurones, euh, comment justement apprendre de ses erreurs et comment mieux répondre la fois suivante. Oh, là, le schéma est très simplifié. On a une couche de données d'entrée, on a une couche de données de sortie, ça c'est standard, et sur l'écran, on a trois couches de neurones cachés. Aujourd'hui, il est possible d'avoir un très très grand nombre de couches intermédiaires et d'avoir donc des allers-retours de données entre ces différents réseaux, enfin, entre ces différentes couches. Et en fait, on parle de deep learning, donc d'apprentissage profond dans le cadre de l'intelligence artificielle, quand justement on est basé sur un réseau qui contient des milliers, voire des millions de couches successives. Alors, ça reste très théorique, mais c'est comme ça que fonctionne, et surtout c'est comme ça que le fameux ChatGPT est arrivé. C'est qu'effectivement, ChatGPT et les intelligences artificielles génératives ont été, je vous en parlerai un petit peu par la suite, d'abord entraînées, on leur a donné un grand nombre d'informations, elles ont travaillé avec ces informations, et aujourd'hui, on a un outil qui est proposé au grand public et qui peut continuer son apprentissage avec le grand public. Alors, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de discussion basé sur une intelligence artificielle, donc qui a été pré-entraîné sur un grand nombre de données, comme je vous l'ai dit à l'instant, qui, à la base, génère simplement du texte. C'est un outil qui a été créé par une société qui s'appelle OpenAI, donc qui était à l'origine une association à but non lucratif qui est devenue, et j'aime bien l'expression, une association à but lucratif plafonné. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y a effectivement aujourd'hui un débat sur les réelles volontés des dirigeants de la société OpenAI qui, à l'origine, à la création de l'outil, voulait faire un outil libre d'accès, open source, donc accessible à tout le monde et dont le source serait connu de tout le monde. Aujourd'hui, il y a quand même des considérations financières qui sont rentrées derrière. Et sans rentrer dans le débat, vous entendrez peut-être parler de petits guéguerres entre Elon Musk, le génie de la tech, qui a fait partie des fondateurs d'OpenAI et qui en est parti par la suite, et qui, soit dit en passant, travaille également sur sa propre intelligence artificielle de son côté. Mais voilà. Je parle de ChatGPT parce qu'en fait, c'est aujourd'hui l'outil le plus abouti et c'est surtout le plus connu des intelligences artificielles génératives, mais on verra qu'il y en a un assez grand nombre d'autres. ChatGPT, qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est la composition d'un mot et d'un acronyme. Tout d'abord, chat. Alors non, c'est pas un chat. J'ai fait la plaisanterie juste avant la conférence, mais très clairement, chat, on est bien sur un outil de discussion qu'on connaît déjà. Générative. Pourquoi? Parce que son rôle est de générer tout simplement du contenu. Donc, en l'occurrence du texte sur ChatGPT, mais également des images sur les versions évoluées, mais ça peut être tout autre type de média, comme on le verra par la suite. Pre-trained, bah parce qu'en fait, cette IA a été entraînée au préalable, avant même d'être mise en service, sur des millions de sources que viennent, enfin, principalement sur Internet, que ce soit des livres, des sites web, des pages, quand je dis des pages Wikipédia, tout l'intégralité de Wikipédia a été injectée dans le modèle GPT, donc on parle d'un modèle,
et le chat permet de discuter avec lui. Et en fait, cet entraînement lui permet d'avoir une base de connaissances énorme. Donc à la fois des informations, mais également le lien qu'il peut y avoir entre les mots et entre les concepts qu'elle va apprendre lors de cette phase d'apprentissage et qu'elle va continuer à développer par la suite euh, pour pouvoir faire des réponses, dès qu'on lui posera des questions, de plus en plus pertinentes. Et pour cela, elle utilise un outil qui s'appelle Transformer, donc qui est un algorithme à la base inventé par Google. Et en fait, lui, il va effectivement, dans la somme d'informations qu'on va lui donner, dans une question qu'on va lui poser, il va se concentrer sur les points les plus pertinents et il va lancer des tâches donc dans son réseau de neurones artificiels en parallèle pour pouvoir proposer une réponse. Il a également pour objectif d'optimiser la puissance de calcul, car on le verra, ce sont des programmes, et donc ces réseaux de neurones ne sont à la base que des machines, et donc utilisent une puissance de calcul phénoménale. Mais la technologie qu'on a aujourd'hui à disposition permet d'avoir des outils qui peuvent faire de très très grands nombres de calculs en même temps et très très vite, ce qui donne la puissance de ChatGPT et des intelligences artificielles en général. Alors, ChatGPT, donc, pour le grand public, hein, les grandes dates, le 30 novembre 2022, la première version accessible au grand public était basée sur le modèle GPT 3.5 et elle devient accessible gratuitement à tous. Euh, Quelques mois plus tard, le 14 mars 2023, donc on a fêté son anniversaire il y a moins de 10 jours, ChatGPT 4, donc le modèle évolué du modèle 3.5, est lancé auprès du grand public. La petite différence, c'est qu'il est accessible uniquement avec l'abonnement ChatGPT Plus qui permet à OpenAI de participer à son financement et au maintien de ses infrastructures et puis à la poursuite des développements. Donc c'est un abonnement qui coûte 20 dollars par mois et aujourd'hui, toutes les fonctionnalités qui vont arriver par la suite ne sont accessibles qu'aux abonnés de ChatGPT+. Aujourd'hui, tout le monde a vraiment accès gratuitement à ChatGPT 3.5. Le 6 juillet 2023, une des premières grosses évolutions apportées à ChatGPT+, c'est l'intégration de Code Interpreter, qui a été après renommé Advanced Data Analysis, qui permet à l'utilisateur de télécharger un fichier, de proposer un fichier à l'intelligence artificielle, et puis de lui demander d'analyser ce fichier et de pouvoir également créer des calculs mathématiques ou de créer des graphiques. Euh, L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Code Interpreter, c'est que, par exemple, on peut proposer un fichier PDF à ChatGPT plus, la version payante, on lui intègre, on lui envoie, on lui upload un fichier PDF et on lui fait des demandes sur ce fichier. Donc, par exemple, résume-moi le fichier PDF ou extrais-moi les points principaux de ce fichier. C'était vraiment un outil, enfin c'est vraiment un outil qui est la base de la puissance du modèle ChatGPT 4 euh, qui va s'étoffer donc le 29 octobre 2023 avec deux grosses avancées. L'intégration donc de DALL-E 3 qui est un modèle d'intelligence artificielle générative mais d'image. Donc, ChatGPT 4 pouvait uniquement générer du texte, mais avec DALL-E 3, quand on décrit avec des mots une image, on va être capable d'avoir la production d'une image et donc de pouvoir demander à ChatGPT de nous faire un logo, par exemple. C'est un des usages les plus à la mode en ce moment. L'autre intérêt également, c'est d'analyser l'image. Et comme là, on sort simplement de la gestion de texte, ChatGPT 4 devient multimodal, c'est le terme employé dans le domaine. Et l'analyse d'image n'est pas négligeable. J'ai pu, sur les premiers jours de l'introduction cette nouvelle version, lui proposer une version. J'ai pris en photo un tableau que j'avais pris lors d'une de mes formations
qui évoquait un concept avec des grandes lignes, et je lui ai simplement envoyé la photo et je lui ai dit, peux-tu me décrire le concept qui est présenté sur ce tableau? Et ChatGPT s'est exécuté et m'a décrit exactement le concept qui était présenté par la personne qui avait enfin, qui avait fait la formation. L'autre point qui est non négligeable, et on verra par la suite, c'est qu'à partir de cette version, ChatGPT 4 peut également se connecter à Internet. Jusqu'à présent, ChatGPT 3.5 comme ChatGPT 4 était basé sur un très grand nombre de données, mais qui étaient arrêtées à une date précise. Pour ChatGPT 3.5, aujourd'hui, c'était pas le cas à son lancement, mais aujourd'hui, les informations qu'il contient s'arrête à janvier 2022. Pour ChatGPT 4, c'est avril 2023, donc ça commence à être ancien. Et donc, si on demande à ChatGPT 4, par exemple, à qui est le nouveau président élu en Russie, même si l'être humain avec grand cynisme n'aura pas trop de difficulté à le deviner, bah, il n'a pas l'information parce que c'est antérieur à la dernière date de ces données. Donc, le fait qu'il puisse faire des recherches sur Internet, bah, c'est quand il n'a pas l'information dans ces données, il va aller la chercher sur Internet. Et ça, c'est une énorme révolution du sujet. Le dernier gros, la dernière grosse révolution apportée à ChatGPT 4, donc qui est toujours accessible uniquement dans la version payante, c'est le lancement des GPTs. C'est un petit nom qui a été donné par OpenAI, mais qui peut simplement de créer des versions personnalisées de ChatGPT. Donc chaque utilisateur abonné peut créer son propre GPT et lui donner des informations spécifiques, des connaissances spécifiques, lui faire un prompt spécifique, et puis surtout, voilà, lui joindre des fichiers de référence. Un exemple type que j'ai pu utiliser, comme je vous ai dit, je suis formateur de premier secours, et bien j'ai créé mon propre GPT en lui donnant en lien, enfin pas en lien, en lui téléchargeant les documents de référence de la Croix-Rouge française, à la fois le guide technique et le guide pédagogique. Et aujourd'hui, j'ai mon propre petit GPT à moi, auquel je peux poser des questions, et il va aller se baser sur des informations qui sont contenues dans des données que je lui ai fournies et pas uniquement dans ce qu'il connaît, les théories ou les notions de premier secours qu'il peut avoir. Et je peux aujourd'hui lui demander de me créer un quiz de 20 questions avec 4 propositions pour chacune, et de me donner bah, à chaque question quelle est la bonne réponse et l'explication de la bonne réponse. Et il s'exécute en se basant sur les informations que je lui ai fournies en fait moi-même. Donc voilà les grandes lignes de ChatGPT pour le grand public. Donc on a vraiment affaire à une évolution extrêmement rapide. On a un outil qui est apparu pour le grand public en novembre 2022. On est aujourd'hui le 23 mars 2024 et on a déjà entre ces deux versions, ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, déjà un gap, une grosse différence de raisonnement, mais également des fonctionnalités qui se développent et qui vont à une vitesse folle. C'est pour ça que les informations que je vous donne sont valables à la date d'aujourd'hui et seront totalement dépassées d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Pour vous parler rapidement donc du modèle GPT, comment il a été entraîné, j'ai repris un tableau. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est plus pour vous montrer l'évolution des données d'entraînement pour les différents modèles. Le premier modèle GPT-1 qui a été sorti en juin 2018. Donc là, on était avant la mise à disposition du grand public. Lui, il a été entraîné sur un certain nombre de données d'entraînement limitées, basées sur le Command Crawl et le Book Corpus. Alors, je vous le présenterai juste après, mais rapidement, Command Crawl, comment dire, un site Internet qui regroupe des données collectées sur Internet et qui met ça à disposition des chercheurs. Book Corpus, c'est à peu près la même chose, mais avec des livres. Donc, toute une bibliothèque de livres donc anciens. On verra
un peu plus tard que des livres plus récents pourront être ajoutés, mais qui sont souvent, eux, protégés par les droits d'auteur. Donc, on était à la base sur un exercice de 117 millions pour ChatGPT 1 de paramètres. Alors, les paramètres, pour faire très très simple, c'est le nombre d'informations que l'intelligence artificielle est capable de traiter en même temps. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une intelligence artificielle qui devrait créer une pizza, eh bien, ces paramètres, ça serait de savoir quelle quantité de farine il faut, quelle quantité d'eau il faut, quelle quantité de sauce tomate, quelle quantité de fromage, mais également la température du four et le temps de cuisson. Et en fait, sur ces entraînements, elle va aller piocher, faire des tests dans ces différents paramètres et va apprendre au fur et à mesure en faisant des tests. Donc, elle va cramer des pizzas ou va faire de la pâte trop collante et va se corriger et va déceler dans toute cette base de données des logiques ou des modes de fonctionnement qui fonctionnent ou simplement des types qui se retrouvent. Donc, ça peut être quand on parle de linguistique, des formulations, des expressions. Et c'est ce grand nombre qui paraît délirant, 117 millions de paramètres, au final, il est très faible par rapport à ce que est devenu dans le temps les données de ChatGPT 3 en juin 2020, qui lui, là on parle de 175 milliards de paramètres, et ChatGPT 4 qui, au son lancement le 14 mars 2023, était estimé à 100 milliards. Alors, ChatGPT 4 reprend effectivement les données d'entraînement des précédents, ajoutant également des sources professionnelles, notamment légales. J'ai repris l'information qui vient d'OpenAI. J'aime bien le notamment légal, parce qu'il y a effectivement des débats et des poursuites en cours, parce que pour l'instant, la version de ChatGPT 4 est très obscure et on ne sait pas exactement avec quoi elle est entraînée, et ça pose des questions de droit d'auteur, évidemment. Mais également, comme elle peut aussi traiter les images, bon, on lui a fourni un grand nombre d'images. Donc aujourd'hui, on estime, le nombre n'a pas non plus été fourni, on estime à 1000 milliards le nombre de paramètres différents sur lesquels ce modèle d'intelligence artificielle a été entraîné. Ce qui fait qu'on passe sur le premier, en juin 2018, de 117 millions à plus de 1000 milliards en mars 2023. Euh, on a une évolution extraordinaire sur les capacités et l'évolution des capacités du modèle ChatGPT, enfin le modèle GPT-4, pardon. Brièvement, on vous proposera en fin de conférence de retrouver ces informations dans un PDF. Voilà, j'ai décrit un petit peu plus en détail ce qu'étaient les différents types de données d'entraînement des modèles GPT, donc Command Crawl dont je vous ai parlé, Book Corpus également, WebText que j'ai pas évoqué et en fait qui lui a été un ensemble de données qui a été créé spécifiquement par OpenAI qui rajoutait des sources liées à Internet et qui a donné la base aussi pour GPT-4 et principalement pour GPT-4 d'autres données, des données professionnelles, des grandes sources d'images, ce qui permettait de développer les compétences sur les compétences multimodales, donc sur d'élargir ces données d'entrée et derrière de pouvoir avoir une meilleure compréhension des textes, des contextes. Et voilà, donc en fait, aujourd'hui, on a un outil qui est extrêmement riche et pourtant, on n'en est qu'au début. Pour comprendre également, alors je suis désolé si on est encore dans la partie un petit peu théorique, mais pour comprendre également le fonctionnement de ChatGPT, il faut que je vous parle de la notion de token. Token ou jeton en anglais, mais le terme token est beaucoup plus utilisé. En fait, c'est une unité de texte qui peut varier d'un caractère à un mot, mais l'idée de fond, c'est que aujourd'hui, en langue française, quand on compose nous-mêmes nos propres phrases, on compose mot par mot. Et donc, on pourrait considérer que pour nous, token, c'est un mot. Ça simplifie énormément les choses, ça simplifie le fonctionnement. Quand les mots sont un petit peu longs, le modèle GPT, en fait, a réduit et peut prendre quelques caractères qui se retrouvent dans différents mots. Donc, on a créé un token propre. Et aujourd'hui, quand on parle, enfin plutôt quand on écrit, mais on peut parler également,
à ChatGPT, en fait, notre saisie, la première chose, c'est que ChatGPT, comme il comprend pas ce qu'on lui a donné, il va le convertir en token. Ensuite, il va traiter ces tokens par ses modèles, le passer dans ses réseaux de neurones artificiels, et derrière, prédire la suite la plus probable du texte ou de l'image en faisant ça token par token. Et on obtient des résultats en général, enfin, de plus en plus fluides et contextuels. Pour illustrer de façon un petit peu colorisée, j'ai récupéré sur un site internet un texte qui est divisé en tokens vus par ChatGPT. Donc voilà, quand vous écrivez un texte, ChatGPT est devenu un acteur à part entière dans le domaine en constante évolution du traitement du langage naturel. En fait, lui, il va pas prendre juste mot par mot, mais il va décomposer dans son unité propre, dans son langage propre, ce texte pour lui permettre de comprendre et d'interpréter beaucoup mieux ce langage. ChatGPT, c'est également un outil prédictif, c'est-à-dire qui se base sur des modèles mathématiques. Et si je lui pose une question simple, de quelle couleur est le ciel? Alors là, j'ai volontairement simplifié et je n'ai mis que des couleurs par mot comme nous on pourrait raisonner, mais vous avez vu que les tokens sont beaucoup plus courts. ChatGPT, en fait, il va décomposer ma phrase en tokens, il va prendre chaque token et va répondre enfin token par token, lui, et mot par mot dans mon exemple, là, et avec des statistiquement selon ma question et selon le contexte qu'il aura compris de ma question, il va répondre le mot suivant. La couleur du ciel est bleue. Les chiffres que je vous ai mis sont totalement fictifs, mais c'est pour illustrer le mode de fonctionnement. Il va avoir pour chaque liaison entre deux tokens des possibilités statistiques qui vont être dépendantes de ce qu'il aura compris et du contexte de la question. Et il va vous proposer, il va vous écrire à l'écran le mot qui lui paraîtra le plus, enfin statistiquement le plus probable. Et avec ce mode de fonctionnement-là, il va créer une réponse qui est tout à fait fiable. Donc effectivement, l'essence de ChatGPT réside dans sa capacité à prédire le token suivant dans une séquence donnée, car comme il a appris d'une grande quantité de textes, il a appris également les structures grammaticales, des associations de concepts, des langues également, parce que comme lui, il a sa propre langue, il peut interpréter de la même façon tout type de langue, et c'est ce qui en fait également un outil extrêmement performant pour de la traduction de texte, parce que quand on lui donne un texte en français, on va lui dire traduis-le-moi en anglais, il va le décomposer en tokens et il va régénérer le texte avec des tokens pour fournir un texte en anglais. Voilà le concept de fonctionnement de ChatGPT et donc le point le plus important à retenir dans cette présentation, c'est qu'en fait, ChatGPT, non seulement il ne comprend pas la question que vous lui avez posée, plutôt il n'a pas de conscience de cette question, mais en plus, il va pas comprendre la réponse qu'il vous donne. Il va décomposer votre question en token, il va la traiter et il va répondre statistiquement token par token ou mot par mot dans mon exemple, et il n'aura aucune conscience de ce que ça veut dire vraiment. Et là, on est vraiment sur c'est là où on peut être rassuré par rapport à l'intelligence artificielle forte, c'est qu'il n'a pas d'émotion, il va pas réfléchir, il va pas mettre en compte ses sentiments dans la réponse, il va juste répondre de manière statistique. Donc c'est vraiment un outil qui fonctionne sur de la prédiction. Aujourd'hui, on a donc plusieurs versions de ChatGPT accessibles au grand public. ChatGPT donc 3.5, donc l'apprentissage a été arrêté en 2022, mais qui a l'énorme intérêt d'être gratuit et d'être quand même déjà extrêmement impressionnant, même si ses capacités sont limitées. Le modèle qui est arrivé et qui est la dernière en date, ChatGPT 4, va beaucoup plus loin dans l'analyse de concepts, pardon, est capable de faire, d'analyser, de générer du texte de façon beaucoup plus précise, mais également des images, d'interpréter du code, et peut faire des réponses beaucoup plus nuancées. Donc on s'approche de plus en plus de la façon dont un être humain va être capable de communiquer. Alors,
J'ai noté quand même que si le modèle GPT-4 n'était pas accessible sur la version payante de ChatGPT, des modèles concurrents comme Copilot de Microsoft faisaient appel également au modèle GPT-4 dans un certain paramétrage de son intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu toutes les fonctionnalités associées qui font qu'il est enfin, il est reconnu par les utilisateurs et par les passionnés du sujet que ChatGPT reste la version la plus aboutie, la plus pertinente dans la capacité de comprendre et de fournir des réponses les plus détaillées, nuancées. Pour parler à l'intelligence artificielle maintenant, alors j'ai posé tout à l'heure une question, mais effectivement, on va lui poser des questions, on va lui demander ce que l'on souhaite. Et c'est là que rentre le concept de prompt engineering. Et en fait, le prompt engineering, c'est un mot bien sûr anglophone, mais surtout assez barbare, qui dit simplement que c'est je dirais, c'est presque une science, ou du moins ça devient un métier, parce qu'il y a maintenant, on recherche des prompt engineers, la façon de communiquer avec ChatGPT pour maximiser la pertinence et puis l'exactitude et la qualité des réponses. En fait, ce qui se passe, c'est que la formulation du prompt, la façon dont on va poser la question, va considérablement influencer la façon dont l'intelligence artificielle va vous répondre. Si on pose une question vague, large, l'intelligence artificielle va vous faire une réponse presque bateau, et souvent, et surtout si on utilise le modèle 3.5, décevante. Mais par contre, si on fait une invite, donc le prompt euh, détaillé dans lequel on met un maximum d'informations, on va orienter la réflexion de l'intelligence artificielle, ou plutôt, je parle de réflexion, mais on va plutôt orienter sur quel type de neurones qu'elle a dans cette base, elle va pouvoir aller chercher les informations, dans quel type de ressources elle va pouvoir aller chercher, et on va avoir une réponse beaucoup plus précise, beaucoup plus adaptée. Donc, quand on pose sa question à ChatGPT, aujourd'hui, et ça, j'ai issu ça de vidéos de vulgarisation YouTube qui parlent du sujet, il est recommandé d'appeler une méthode RCT qui est simplement de définir la façon dont on parle à l'intelligence artificielle en donnant d'abord un rôle à l'intelligence artificielle, lui dire, voilà, tu es un expert dans ce domaine, lui donner le contexte, parce qu'en fonction du contexte, ça va effectivement présélectionner, ou plutôt écarter toutes les informations qu'elle a en sa possession, mais qui vont pas être utiles pour générer une bonne réponse, et puis les tâches que l'on va lui demander. Euh, pour un exemple tout simple que j'ai pu faire en début de semaine dernière, si je pose là une question simple comme crée-moi un plan de repas pour la semaine. Point. Là, on a ce qu'on appelle un prompt qui est basique et ChatGPT qui est entraîné avec une énorme quantité d'informations, mais également, et on verra que c'est un de ces biais, principalement des informations anglophones, vu qu'il s'est basé sur Internet. Donc, la majorité d'Internet, je crois que plus de 80% des sites Internet sont anglophones, et donc de culture anglophone et voire de culture nord-américaine, et bien pour un bon français dont le nombre de sites internet dépasse pas les 3% sur internet, il peut y avoir un petit décalage. Et qu'en fait, ChatGPT va statistiquement répondre que le meilleur petit déjeuner pour démarrer ta journée du lundi, c'est de prendre du porridge. Alors, je suis désolé pour mes amis québécois qui me regardent, mais effectivement, le porridge, c'est pas le plat préféré au petit déjeuner des Français et de moi en particulier. Mais par contre, voilà, si j'avais adopté un petit peu mon prompt et si je l'avais un peu plus précisé, c'est-à-dire que si je lui avais donné un rôle tout d'abord, parce qu'il a énormément de connaissances, mais je commence mon message en lui disant, tu es un expert en nutrition et tu maîtrises la gestion des plans de nutrition pour les utilisateurs. Ça, je lui ai donné son rôle. Le contexte,
je suis un homme célibataire qui a une cuisine assez peu équipée, qui n'est pas très fan de cuisine, donc, et surtout qui veut pas y passer beaucoup de temps. Et puis surtout, très important, j'aime pas les brocolis. Là, j'ai donné mon contexte. Et une fois qu'on a donné ce rôle, ce contexte, bah, je vais plus qu'à lui donner les tâches. Tu vas me faire un plan de nutrition détaillé en français, pour un Français, euh, et jour par jour. Et tu vas faire en sorte que chacune de ces préparations ne prenne pas plus de 10 minutes, ou éventuellement une demi-heure exceptionnellement. Et avec ce prompt m'a pris un petit peu plus de temps à écrire, mais et j'ai eu une réponse beaucoup plus précise, beaucoup plus ciblée et totalement adaptée à mon contexte et à mon besoin. Donc voilà ce qu'est le prompt engineering, c'est la façon dont on donne des ordres à ChatGPT, et plus on sera précis dans le rôle que l'on lui donne, le contexte dans lequel on lui fait cette demande et les différentes tâches, parce qu'on peut faire des tâches successives, euh, et bien plus la réponse sera vraiment qualitative et satisfaisante. Quelques exemples d'applications de ChatGPT, alors ils sont multiples, hein, mais aujourd'hui, les grands domaines peuvent être dans l'éducation et dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut faire expliquer des concepts académiques totalement adaptés au niveau d'un élève. Explique-moi le théorème de Pythagore. Et en fait, la réponse peut être totalement différente selon si on est un enfant de 12 ans qui vient de le voir à l'école ou si on est étudiant en mathématiques, en études supérieures. Donc, on peut voilà, avoir une explication de concept académique vraiment adaptée au niveau de la personne qui pose la question. On peut également utiliser ça pour de l'aide aux devoirs, avoir des explications détaillées, des étapes de résolution en mathématiques, en sciences ou en littérature. Ensuite, c'est également utilisé, là c'est un domaine que je maîtrise moins, mais dans le cadre de programmation ou de développement, de faire de la génération de code, de débugger des programmes informatiques, parce il est également capable, comme il est capable de comprendre des langues, il est capable de comprendre des programmes informatiques, et d'expliquer les concepts de programmation, voire de faire du support technique aux développeurs. Enfin, pas enfin, dans l'assistance personnelle et professionnelle, on peut s'en servir pour gérer son agenda, gérer des tâches, mais également, et c'est un des gros intérêts de l'intelligence artificielle, bah, c'est de rédiger des emails ou rédiger des documents professionnels de plus en plus ciblés et adaptés. Ça peut également être utilisé pour faire de la recherche, de synthèse d'informations, de résumé de documents longs, j'en ai un petit peu parlé, quand on reçoit un énorme document PDF ou quand on a consulté un site internet qui nous intéresse beaucoup mais qu'on n'a absolument pas le temps de lire, on va lui demander, fais-moi un résumé du site internet dont je te donne le lien. Et voilà, ça nous permet d'avoir un outil qui va nous aider à gagner un temps très précieux, à la fois dans la vie personnelle mais également dans le domaine professionnel. Le dernier point, et c'est le point qui est un peu le plus connu, c'est la création de contenu, donc sur la génération d'histoires, de poèmes, de scripts, que ce soit pour des vidéos, pour des jeux, mais également de génération de posts pour les réseaux sociaux. Dans le e-commerce, c'est un outil qui est beaucoup utilisé pour faire de la description de produits ou pour rédiger des articles de blog. Voilà, de façon très synthétique, parce que des exemples d'applications, il y en aurait beaucoup plus que ça, mais des grandes lignes que j'ai pu lister sur des applications pratiques de l'intelligence artificielle et de ChatGPT en particulier à l'état actuel de la science. Je vous ai fait un portrait assez général de ChatGPT, mais je vais quand même vous parler des autres intelligences artificielles génératives. Il y en a trois grands types que j'ai issus, et pareil, je vais faire qu'un extrait parce qu'il y en existe beaucoup dans chaque domaine. Le premier, ça serait sur la génération d'images. Donc DALL-E 3, qui est la version d'OpenAI, euh, qui est maintenant associée également à ChatGPT, mais également Bing Image Creator, qui est son concurrent de chez Microsoft. Il en existe bien d'autres. J'ai principalement ressorti Midjourney,
qui, en fait, est un laboratoire de recherche indépendant et qui a produit le programme d'intelligence artificielle qui porte son nom et qui est le plus pertinent et le plus performant aujourd'hui sur la génération d'images. Donc, ils fonctionnent tous comme ChatGPT, à savoir, on lui donne un prompt détaillé sur lequel il va nous générer une image. Et là, sur l'image que je vous présente, là, j'allais dire la photo, non, l'image de droite a été créée sur le prompt suivant, texto, là j'ai pris la source sur le site officiel de Midjourney, des hommes et une femme d'origine ethnique différente, de jeunes à vieux, ce sont des combattants de la liberté gay queer habillés de t-shirts, portent pas de chapeau, pas de lunettes de soleil, ils regardent avec fierté, confiance et espoir en l'avenir, avec des couleurs en arc-en-ciel en arrière-plan de la photo et un style photographique. Avec ce prompt-là, mot pour mot, alors en anglais, parce que ce sont des outils anglophones, l'outil a généré cette photo qui, à mon sens, est bluffante de réalisme et montre aujourd'hui où l'intelligence artificielle de génération d'images est capable d'obtenir. Cet outil est payant, mais on a quand même possibilité d'y accéder de façon libre. La seule complexité de Midjourney par rapport aux autres outils, c'est qu'il est un petit peu plus compliqué d'accès. On n'utilise pas une simple interface, mais un outil de chat qui s'appelle Discord. Et il y a on est à la limite entre la programmation et le prompt. Mais le prompt, du moins le message qu'on passe à l'intelligence artificielle reste du texte. Voilà pour la génération d'images. Euh, on a également la génération de musique. Alors, de la même façon, il en existe un assez grand nombre, mais celle qui m'a paru la plus impressionnante aujourd'hui, euh, c'est très subjectif, c'est AIVA, Artificial Intelligence Virtual Artist, donc qui a été créé en 2007 par la start-up luxembourgeoise du même nom, et qui est spécialisée dans la composition de musique classique et symphonique, et qui est aujourd'hui le premier compositeur virtuel au monde à avoir été reconnu comme tel par la SACEM. Et je vous propose d'en écouter quelques secondes, je ne vais pas vous la mettre en entier, mais cette musique, vous pouvez la retrouver très facilement sur Internet quand vous faites la recherche AIVA. Là, on est effectivement sur un outil de musique symphonique qui s'est basé sur une large collection d'œuvres existantes, sur des œuvres de Bach, Beethoven, Mozart, et qui a été capable d'analyser la régularité dans la musique, et puis, derrière, de composer seul cette musique en question, qui sert principalement, et c'est son modèle économique, qui sert à être vendu pour faire de la musique de film. Voilà un des outils qui me paraissait intéressant à découvrir en termes de génération de musique. Je vais cesser malheureusement, sinon je pourrais écouter ça pendant des heures, la génération de musique avec Aiva, pour passer sur le dernier point des autres types d'intelligence artificielle générative dont je voulais vous parler, euh, qui est la génération de vidéos. La génération de vidéos, alors je suis désolé, Agnès me signale qu'on n'a pas entendu la musique. Je vous invite à aller sur Internet pour l'écouter et la découvrir. Euh, il existe beaucoup d'outils de génération de vidéos de manière générative, mais Sora, qui est l'outil d'OpenAI, donc qui a créé ChatGPT, qui a créé DALL-E, et d'ailleurs Sora, qui génère des vidéos, a été basé sur le modèle DALL-E 3, mais en l'adaptant de la vidéo, fonctionne comme Midjourney, c'est-à-dire qu'on lui donne un prompt, et en l'occurrence, on lui a donné un prompt simple. Le prompt, bah, c'est une femme élégante se promène dans une rue de Tokyo, remplie de néons chaleureux et de panneaux d'affichage animés. Elle porte une veste en cuir noir,
une robe longue rouge, des bottes noires et tient un sac à main noir. Elle porte des lunettes de soleil et du rouge à lèvres rouge. Elle marche avec confiance et décontraction. La rue est humide et réfléchissante, créant en effet miroir de lumière colorée. De nombreux piétons se promènent. Là, on a un prompt très détaillé, mais surtout, on a un résultat qui est aujourd'hui, bon, ce qui est je dirais, le top de l'art dans le domaine. On a une vidéo. Donc, la technologie la limite aujourd'hui à 1 minute, mais qui est absolument parfaite. Alors, il faut pas se leurrer. C'est une vidéo qui est issue du site internet de Sora. C'est l'aboutissement ultime. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont encore quelques lacunes. Ils ont du mal à simuler la physique, ou plutôt la physique complexe. Donc voilà, si on a de l'interaction entre des éléments qui respectent des lois de la physique, on n'est pas encore sur la perfection, mais on a déjà des outils, enfin des vidéos qui sont bluffantes de réalisme. Je vous aurais présenté cette vidéo sans vous dire qu'elle a été créée par une intelligence artificielle. Enfin, le cerveau humain est conçu pour détecter une vidéo tournée dans les rues de Tokyo et d'une très très belle facture graphique. Aujourd'hui, OpenAI a déclaré qu'il ne souhaitait pas rendre Sora public, parce qu'en fait, ils sont inquiets du potentiel utilisation abusive de l'outil, et parce qu'effectivement, là, on, on va reparler après des risques associés à l'IA et au deepfake. On arrive sur des outils qui sont capables de feinter l'œil humain et de tricher. Alors, quand c'est communiqué, quand c'est annoncé, on peut être ébahi par le résultat. Mais voilà, comme on peut déjà avoir des utilisations dérivées de ChatGPT, OpenAI a décidé de le limiter et a réservé donc son modèle à un nombre limité d'universitaires et de chercheurs pour travailler à améliorer l'outil encore. Mais voilà l'intelligence artificielle générative de vidéos de demain et ce qu'elle sera capable de donner sur la base d'un simple prompt et qui fonctionne de la même façon. Des tokens, l'analyse d'un texte et la connaissance et la compréhension des demandes par l'analyse de token par token. Voilà pour les différents types d'IA génératives dont je voulais vous parler. Je vais maintenant assez rapidement évoquer les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle. Ce sujet-là mériterait presque une conférence à lui tout seul. Autant les risques sont importants, et il faut en être conscient, mais également les opportunités sont là. On a vu qu'on avait des outils, l'intelligence artificielle est un outil, et ces outils, ce serait dommage de s'en priver. Mais voilà, pour en être conscient, je vous ai listé ces principaux risques, ces principales opportunités, et on verra également comment on peut limiter les risques pour pouvoir se concentrer sur les opportunités. Alors, les premiers risques sont liés à l'IA elle-même, en fait. Elle fait des erreurs, et surtout les anciennes versions, ChatGPT 3 en fait beaucoup, mais ChatGPT 4 également. Elle fait ce qu'on appelle des hallucinations. C'est en fait comme c'est un outil statistique, eh bien parfois, statistiquement, il va se planter, mais totalement. Et par contre, comme il n'a pas conscience de ce qu'il écrit, il va vous donner des informations qui vont être factuellement fausses, mais en le présentant comme étant sa réponse et donc la vérité. Donc l'important dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de prendre du recul sur le résultat. Et quand on demande une information sur un sujet précis, ben, c'est à la limite de s'en servir comme d'un outil, c'est-à-dire de prendre l'information, mais derrière, bah, d'aller rechercher des sources fiables. On peut utiliser l'intelligence artificielle également pour aller chercher sur des ressources. On peut même créer des prompts où où on lui dit, pardon, va me chercher dans les sources fiables les réponses à tel ou tel sujet. Les autres erreurs et biais qu'elle peut rencontrer, ce sont des biais cognitifs et des biais statistiques. Alors,
Les biais cognitifs, en fait, bah, c'est lié à l'humain. C'est-à-dire que comme c'est un humain qui va créer le prompt, il va déjà orienter en posant sa question la réponse qui va être donnée, parce elle va répondre statistiquement à la question. Donc, tous les biais cognitifs que l'humain peut avoir peuvent être transmis à l'IA. Mais l'IA a également généré elle-même ses biais statistiques, c'est que ses propres biais, en fait. C'est que justement, comme elle a été entraînée, et je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, sur un certain nombre de données très importants, mais déjà limitées, ou plutôt orientées, elle va avoir tendance à se baser sur ces informations-là comme étant bah, sa seule source, vu que c'est la seule source de connaissances qu'elle peut avoir au jour d'aujourd'hui, et donc faire des réponses bah, biaisées, c'est-à-dire effectivement proposer du porridge au petit déjeuner pour un Français moyen. Mais ça peut parfois aller un petit peu avoir des biais plus graves que ça sur un certain nombre de. On a des exemples comme lors de phases de recrutement, sur de l'analyse de CV, vu qu'elle a été entraînée sur un très grand nombre de CV d'hommes et un nombre assez limité de CV de femmes. Elle a eu un biais statistique qui lui a dit statistiquement les femmes sont moins bonnes que les hommes. Donc, elle avait tendance à orienter ses réponses en proposant plus facilement des CV d'hommes que des CV de femmes. Alors, les sociétés qui travaillent sur l'intelligence artificielle sont conscientes de ces biais statistiques, essayent de les corriger, ou du moins d'y mettre des filtres et d'éviter justement que ça crée des réponses, ou plutôt des utilisations biaisées, et que ça puisse derrière avoir des conséquences graves pour les personnes qui vont l'utiliser. Mais voilà, on est encore dans ce domaine-là, il faut en être conscient, ça existe, et ça existera encore. Le deuxième risque important dont les journaux nous abreuvent, ce sont les impacts économiques, car l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, notamment de ChatGPT particulièrement, euh, est annonciateur de la disparition de millions d'emplois aux tâches répétitives ou prévisibles, ou simplement des tâches qui pourront être réalisées par l'intelligence artificielle. Et s'il faut pas être angélique, il faut pas non plus, enfin, faut être conscient de cet impact. Il est réel. Mais je vais le mettre en parallèle avec des révolutions antérieures. Quand la voiture est arrivée, quand le chemin de fer est arrivé, ça a été la ruine des maréchaux ferrants. Parce que cette révolution de la société a fait que les hommes ont cessé de se déplacer à cheval pour se prendre un autre moyen de transport. Et en fait, cet impact économique-là, il a des milliers, enfin des centaines d'exemples dans le passé, et c'est plus la conséquence de l'arrivée d'une révolution technologique que du fait même de l'intelligence artificielle. Alors, c'est factuel, c'est vrai, et effectivement, il y a un gros travail à faire d'anticipation, de prévision, d'être conscient que ces emplois vont être à minima impactés, voire vont être supprimés à cause de l'intelligence artificielle. On a des cas, on a des exemples dans l'actualité. On s'attend à ce qui en est de plus en plus, et effectivement qu'il y ait des conséquences sociales liées à ça. Et il faut travailler dès à présent pour le prévoir, c'est-à-dire bah, commencer soit à former les gens qui faisaient ces tâches bah, à l'usage de l'intelligence artificielle. Et demain, si c'est une personne qui rédigeait des textes, et ben plutôt qu'en rédiger un par jour, grâce à l'intelligence artificielle dont elle va pouvoir après se servir, elle pourra en rédiger 10. Donc elle va finalement transformer son métier ou envisager une reconversion si c'est pas possible. Mais voilà, c'est un risque important dont il faut avoir conscience et qui va évidemment arriver et qui arrive déjà. Un autre risque, j'en ai brièvement parlé, mais effectivement, c'est l'utilisation malveillante de l'IA. Et là, on a plein d'idées, on a plein d'exemples même dans l'actualité. Les fameux deepfakes, les images ou vidéos trompeuses. Un exemple d'utilisation malveillante, une personne, il y a quelques semaines, je crois que c'est à la fin de l'année dernière, a reçu un appel téléphonique d'une personne qui se présentait comme étant son boss, dont elle a reconnu la voix puisque l'intelligence artificielle, car c'en était une qui était derrière,
avait accès à ces données et avait également accès aux enregistrements de cette personne, donc a pu simuler la voix et a pu créer a pu, en fait, sur sa demande, faire une opération financière importante et faire perdre des millions de dollars à l'entreprise. Donc voilà, ça a fait les gros titres des journaux, parce que ces personnes n'étaient pas du tout prévenues que ça pouvait arriver. Et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, il y a possibilité d'utiliser de façon malveillante l'intelligence artificielle. ChatGPT est très très limité, plutôt limite énormément l'usage malveillant de son outil, euh, parfois peut-être un peu trop. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à lui poser des questions qui vont être sur des sujets sensibles ou identifiés comme tels par l'intelligence artificielle, elle va dire stop. Elle va dire, écoute, là, je ne peux pas répondre, mon programme me l'empêche. Par exemple, si on lui demande comment fabriquer une arme, par exemple. Là, j'ai l'exemple des armes autonomes, qui est une autre risque d'utilisation malveillante. Comment fabriquer une arme chez soi? Elle va tout de suite bloquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à ChatGPT ce type d'information, mais également tout ce qui va être un peu plus malveillant, ou que ce soit sur la discrimination, voilà, faire des textes discriminatoires sur certains types de personnes, de genre ou autres. L'outil lui-même est bridé volontairement, ce qui parfois un petit peu beaucoup. Il a tendance même à faire des hallucinations dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on lui demande de générer des images de Vikings, alors j'existais pas à l'époque des Vikings, mais on a quand même, là, c'est peut-être un biais, l'image de grands blonds aux yeux bleus. Elle, l'intelligence artificielle, elle, comme elle, justement, elle a été programmée pour limiter les biais cognitifs que je pourrais avoir, elle nous génère des Vikings asiatiques, d'origine africaine ou autre, ce qui peut créer parfois des images amusantes, mais qui sont peut-être pas d'une fiabilité historique très avérée. C'est une des limites également de l'intelligence artificielle générative. Un autre point non négligeable des risques liés à l'intelligence artificielle, c'est l'impact écologique. Je n'ai pas ressorti de chiffres pour pas vous en abreuver, mais aujourd'hui, il est établi que rien que l'apprentissage qui a été nécessaire pour les modèles d'intelligence artificielle ont une consommation d'énergie très très importante. Des data centers complets sont dédiés à ça. Donc, il faut alimenter en électricité, en eau pour refroidir les serveurs. Donc, cette consommation est très importante et très élevée. Elle est d'autant plus élevée que le modèle est récent. C'est-à-dire, plus le modèle est récent, on l'a vu, plus il traite un nombre d'informations développées et énorme. Donc, plus le modèle, voilà, d'intelligence artificielle est très important, est récent, pardon, plus sa consommation énergétique est importante. Et aujourd'hui, comme le grand public a accès à ChatGPT, bah, il ne se prive pas de l'utiliser. Et donc, effectivement, l'usage, on a parlé de l'apprentissage, mais maintenant, l'usage de cette intelligence artificielle génère également une énorme consommation d'énergie. Alors, sur ce point, chacun peut, je dirais, faire un peu attention. En étant conscient, bah moi aujourd'hui, comme je suis abonné à ChatGPT+, et j'ai accès soit au modèle GPT-4, soit au modèle GPT 3.5, je sais que le modèle GPT 3.5 est beaucoup moins énergivore que le modèle GPT-4. Donc je vais réserver l'usage du dernier modèle en date pour faire des recherches profondes ou vraiment avoir un résultat pointu lié à ma demande. Mais si vraiment, voilà, c'est une recherche assez basique qui peut se baser sur des données Internet antérieures à la connaissance, enfin, aux limites de connaissance de ChatGPT 3.5, comme j'ai eu le cas récemment, c'est fait-moi un résumé de l'œuvre Andromaque de Jean Racine, parce que j'ai voulu voir si mon neveu faisait bien ses devoirs. Et ben voilà, j'ai utilisé ChatGPT 3.5. Donc, c'est je dirais, maigre usage limité de ma part, mais il faut simplement en être conscient. L'IA consomme énormément d'énergie, on consomme de plus en plus, même si la recherche fait que on arrive, enfin, plutôt les modèles qui arrivent aujourd'hui
tendent vers une réduction parce qu'ils sont très conscients de ce problème, tout simplement parce que ça leur coûte une somme folle d'entretenir ces serveurs. Donc, le travail se fait sur le développement de l'IA et de ses performances, mais également sur la réduction de sa consommation énergétique. Voilà, c'est un des risques importants à avoir en tête. Le dernier point que j'ai identifié, il n'est pas lié uniquement à la dépendance, enfin, il n'est pas lié uniquement à l'intelligence artificielle, pardon, mais c'est la dépendance technologique. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'un outil qui est basé effectivement sur des data centers qui sont pour la plupart basés dans des pays autres que celui dans lequel on réside. Et effectivement, on est donc dépendant de leur bon fonctionnement ou du bon vouloir des dirigeants des pays dans lesquels ils sont hébergés. Donc, ça, c'est un sujet qui est valable également pour l'usage d'Internet, qui est valable également pour l'usage des portables, hein, simplement d'un site. Si aujourd'hui un site tombe en panne, comme ça a été le cas avec Facebook il n'y a pas longtemps, on se retrouve soudain privé de son outil de prédilection. Et donc voilà. C'est un sujet dont il faut être conscient et sur lequel il est nécessaire d'avoir, je dirais, un plan B, ou plutôt de faire être capable de résilience. Et puis pour les États, de travailler à leur souveraineté technologique, c'est-à-dire de rapatrier sur leur sol, sous leurs propres règles, je dirais, l'hébergement peut-être de ces serveurs, et donc de devenir expert également dans le domaine. Donc voilà. Ces risques-là sont identifiés, sont bien connus, font peur parfois, et c'est légitime, mais ils ont donné lieu à une évolution très récente du cadre réglementaire en Union européenne principalement, parce que le 13 mars 2024 a été adopté l'AI Act, pardon, par le Parlement européen, qui est le premier cadre réglementaire mais aussi considéré comme un des plus complets au monde. Aujourd'hui, cette AI, AI Act, désolé pour mon anglais, j'ai tendance à dire AI. Non, c'est plutôt AI, en fait. C'est moi qui ai fait une faute dans ma présentation. L'AI Act, donc, qui a été adopté par le Parlement européen, bah, en fait, va classer réglementairement les applications d'intelligence artificielle qui vont être amenées à travailler sur leur territoire, selon différents niveaux de risque. Et en fonction de ce que l'intelligence artificielle propose, les risques vont être évalués comme étant inacceptables, élevés, limités ou minimales. Et si les IA considérées à haut risque vont avoir un certain nombre d'exigences strictes à fournir en matière de transparence, de traçabilité, de fiabilité, de gestion des données. En fait, on va simplement leur donner des règles strictes à appliquer et puis à être transparent, à communiquer sur, bah, par exemple, leur façon de gérer les droits d'auteur. Parce qu'il y a un risque considéré comme élevé de, enfin je dirais d'usage, de mauvais usage des droits d'auteur. Donc voilà, on va avoir un certain nombre d'exigences qui vont être imposées. Les IA qui vont être considérées comme inacceptables, par exemple, qui concernent de la manipulation de personnes, qui peuvent, comment dire, influer sur leur autonomie ou simplement les systèmes de surveillance de masse liés à tout ce qui est biosurveillance. Bref, ces IA sont, elles, totalement interdites et vont être bannies du territoire européen. Bon, s'il y a deux choses, c'est qu'en fait, effectivement, ces règles-là vont prévoir des sanctions financières, un peu le seul levier que peut avoir l'Union européenne, même si l'interdiction totale d'exercer sur le territoire européen peut être important. Mais bon, des amendes significatives basées sur le chiffre d'affaires d'entreprises comme OpenAI ou comme Microsoft bah, peuvent les faire réfléchir à deux fois. C'est le deuxième risque. Alors, c'est un énorme progrès parce qu'effectivement, on a vu qu'il y a tellement de risques et des choses qui peuvent légitimement faire peur qu'il faut protéger les citoyens de ces risques-là. L'autre risque, c'est que comme aujourd'hui, l'Union européenne vient de se munir de ce texte le plus restrictif
au monde, eh bien, c'est que ça dissuade certains acteurs du domaine qui font de la recherche, alors qui pas forcément de façon volontaire risquent de dépasser les exigences qui sont données, mais parfois, comme ce sont des versions bêta, des prototypes, si elles voulaient les tester, ben, en fait, elles vont les tester, mais ailleurs que sur le territoire européen. C'est le cas comme certaines intelligences artificielles, donc Claude AI, que j'ai pas évoqué, mais qui est une autre IA générative assez prometteuse, qui n'est pas accessible du tout sur le territoire européen. Et pour y accéder, pour les passionnés ou les curieux, il faut passer par un réseau privé virtuel, donc un VPN, et simuler que notre présence est aux États-Unis. Voilà. Donc, on a un énorme progrès au niveau du Parlement européen qui peut faire effectivement grincer les dents certains, mais qui quand même garantit ou plutôt protège, commence à protéger, et surtout une première réponse, une réponse rapide. On a vu que ChatGPT 4 n'a qu'un an. Eh bien, le projet AI Act est arrivé un an après, donc plutôt a été adopté. Le projet, il date de juillet de l'année dernière. Euh, et va être mis en application sur les mois à venir. La France, pour parler un petit peu de la France, se dote également d'un outil, enfin plutôt je dirais d'une étude liée à l'intelligence artificielle. Euh, alors, c'est très récent, l'étude a été publiée ces derniers jours, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment la creuser, mais la France se dote également d'un arsenal législatif restrictif d'un côté, mais également pour promouvoir l'intelligence artificielle, parce que ils disent très clairement, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté depuis le début de la conférence, que l'intelligence artificielle, il faut pas la diaboliser, mais il faut pas non plus l'idéaliser. Et là, je reprends des termes précis qui ont été cités dans ce rapport. Donc, effectivement, elle déploie un certain nombre de mesures pour accompagner l'arrivée de l'intelligence artificielle en France, accompagner son développement en France, parce qu'elle est consciente qu'effectivement, les entreprises françaises ont besoin de devenir compétitives dans le secteur, mais également et surtout d'accompagner la population et le public et les entreprises qui vont avoir à faire face à l'arrivée de l'intelligence artificielle de façon parfois un peu brutale, en les formant, en les informant. Et c'est une des recommandations. Alors, ça me fait très plaisir, à mon très très maigre niveau, de participer à cette action aujourd'hui. Mais justement, dans l'information, en expliquant aux gens ce qu'est l'intelligence artificielle, quels sont ses risques, mais quelles sont aussi les opportunités qu'on va voir juste après, eh bien, une personne avertie en vaut deux, on le dit souvent. Voilà, je pense que c'est intéressant. Je lirai ce texte de façon beaucoup plus approfondie, mais a priori, il semble commencer à être assez satisfaisant parce qu'il prend vraiment, lui, autant l'AI Act est assez restrictif, assez bloquant, autant voilà, le projet français à, je dirais, une liste de beaucoup plus de périmètres et surtout cherche à développer l'intelligence artificielle, mais adaptée aux exigences et aux besoins de sa population. Les opportunités maintenant, parce que quand même l'objectif c'était de terminer sur une note positive, les opportunités de l'intelligence artificielle, même si je les ai déjà un petit peu rapidement évoquées avec l'usage qu'on a de ChatGPT, elles sont nombreuses aussi. Il y a un impact économique, il est avéré que l'arrivée de l'intelligence artificielle provoque une hausse de la productivité des entreprises, mais également des personnes. Je dirais l'un va pas sans l'autre, mais de façon significative. Le chiffre qui est cité dans le rapport français dit qu'il a été mesuré à une hausse de productivité de 15% dans le premier mois d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, et il est bien supérieur par la suite. Donc, il y a un intérêt énorme économique pour les entreprises, mais également pour les personnes, parce qu'une personne plus productive, eh bien, je dirais, dans un monde idéal, si elle gagne, allez, 20% de son temps et qu'elle en se consacre la moitié à son entreprise pour hausser la productivité de l'entreprise et la moitié de cette productivité, ou plutôt de ce temps gagné à ses activités personnelles, eh ben, elle va être aussi beaucoup plus épanouie.
Donc, c'est la hausse de la productivité, c'est pas simplement faire plus de chiffre d'affaires pour les gros groupes, mais c'est également pour chacun être capable d'être plus rapide enfin, dans certaines tâches, parfois rébarbatives, et de pouvoir voilà, améliorer sa performance. Ça provoque également, donc ça propose également la personnalisation des produits, des services, donc d'adapter les services aux personnes individuellement parfois, et ça apporte de nombreuses innovations dans de nombreux secteurs, de tout milieu, secteur industriel, mais pas également dans l'avancée scientifique. Donc, l'innovation dans les secteurs industriels se retrouve également dans la recherche médicale et les outils d'intelligence artificielle associés à la recherche médicale offrent des perspectives phénoménales. On a un exemple d'une IA qui a été entraînée avec des millions de radios pour détecter l'apparition de cancers. Je crois que c'était un cancer du sein, mais je ne suis pas sûr. Et après un très long entraînement et par essai-erreur, c'est-à-dire qu'elle a appris, elle s'est trompée, elle s'est corrigée, elle a continué. Aujourd'hui, cette IA est capable, si on lui fournit un nombre de radios, si on lui fournit certaines radios, dans certains cas, de déceler le risque d'apparition d'une tumeur cancéreuse sur la radio qui n'est pas visible par l'œil humain et qui ne sera pas visible avant 2, 3 ans par un médecin enfin, formé et expert dans le domaine. Donc, cet outil qu'est l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner également la recherche médicale et va permettre de grosses avancées qui sera pour le bien de tout le monde. Donc, on est sur une opportunité qui va toucher tout le monde. Les impacts sur l'éducation, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça permettra de faire des apprentissages personnalisés plutôt qu'avoir un cours magistral qui est fait à un amphi ou à une classe d'élèves avec des personnalités différentes, avec des limites ou plutôt des compétences différentes, et bien d'adapter l'apprentissage à ces personnes. Si l'IA est consciente que c'est un élève qui a des compétences un peu au-delà de la moyenne, elle va pouvoir le pousser un peu plus loin. Si elle a connaissance dans sa programmation, ou plutôt dans la façon dont on lui a posé la question, que c'est un élève en difficulté, elle va pouvoir personnaliser son apprentissage et de créer donc derrière des parcours éducatifs sur mesure. Donc, la classe magistrale telle qu'elle existe aujourd'hui va exister encore, je dirais, par résilience pendant de nombreuses années, mais on a déjà des outils qui vont permettre de faire un énorme progrès sur le sujet et de s'adapter aux personnes. L'impact sur le changement climatique, il a été également relevé parce il y a d'énormes opportunités dans ce domaine-là. C'est que d'un côté, c'est un petit peu le paradoxe de l'intelligence artificielle, elle consomme énormément de ressources, mais d'un autre côté, c'est un outil qui peut permettre de calculer et donc d'optimiser ses ressources. Et des sociétés comme Google travaillent déjà très très fortement à la réduction de la consommation de ces ressources, simplement en fournissant des intelligences artificielles un nombre très impressionnant de données sur leur consommation électrique, sur ça, et l'IA va faire des analyses de ces chiffres-là et va faire des propositions et va donner des idées, des pistes d'amélioration pour baisser ses ressources, pour réduire ses émissions de CO2, et puis dans un autre cadre, mais qui est aussi lié au changement climatique, d'améliorer très très fortement, si elle peut améliorer la recherche médicale sur la détection de cancer, elle peut également anticiper ou améliorer la prévision de phénomènes météorologiques extrêmes dont on est conscient aujourd'hui qu'ils vont se développer à mesure du réchauffement climatique. Donc voilà, on est sur un certain nombre d'opportunités très très intéressants. Le dernier, il est un petit peu plus trivial, mais il n'est pas négligeable. Eh ben, c'est d'améliorer la vie quotidienne des utilisateurs, que ce soit par l'utilisation d'assistants personnels. Alors, certains d'entre vous en ont peut-être à la maison, comme Siri ou Google. Je peux le dire parce que j'ai débranché mes appareils pour avoir une meilleure connexion aujourd'hui, pour essayer d'avoir cette conférence dans les meilleures conditions possibles, mais effectivement, les assistants personnels que l'on peut avoir à la maison qui permettent de répondre à des informations ou de donner l'heure, etc. On va commencer à pouvoir avoir des discussions et puis une recherche qu'on aurait faite, ou plutôt une idée que l'on aurait, on pourrait dire à notre assistant personnel préféré.
bah, de faire cette recherche et puis de nous apporter des informations ou des réponses sur ce sujet-là. Mais voilà, ça va permettre également d'améliorer donc les conditions de vie. Et j'ai rajouté volontairement pro et perso parce que c'est si on arrive à améliorer nos conditions de vie dans un cadre personnel, ça améliorera également les conditions de travail. Voilà pour la liste des opportunités que j'ai pu lister. Ouais, je suis pas donc, je vous l'ai dit, un expert dans le domaine, mais on a déjà pas mal balayé des points qui sont avérés ou qui donnent bon espoir. Euh, L'intelligence artificielle, donc effectivement, c'est un outil révolutionnaire. Dans le rapport dont j'ai entendu parler, là, j'ai pas encore lu dans le détail, ou plutôt j'ai lu en diagonale, la comparaison sur l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est faite dans ce rapport, c'est sur le bouleversement que ça a sur la société, il est associé à celui de l'arrivée de la voiture dans la société. Donc, je suppose que la majorité d'entre nous n'a pas connu cette époque-là, mais dans un monde qui vit sans voiture, le jour où la voiture arrive, euh, on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour lequel aujourd'hui pour nous c'est évident, il a été complètement bouleversé, complètement révolutionné. Il est reconnu que l'intelligence artificielle va avoir cet impact-là dans notre société, un impact au moins aussi important que celui de l'arrivée de la voiture, et que, bah, effectivement, comme pour la voiture, même si elle a beaucoup de défauts, bah, il faut pas la diaboliser comme il ne faut pas l'idéaliser. En conclusion, je terminais cette conférence par 4 messages clés, voilà quelques petites réflexions personnelles que je voulais vous apporter. Le premier, désolé pour les enfin les francophones les plus ardents de la conférence, c'est It's just getting started. Donc, ça ne fait que démarrer. On a parlé qu'elle était déjà présente. Je vous ai présenté, je dirais, un petit peu l'usage aujourd'hui, les dernières évolutions, l'état de l'art dans le sujet. C'est un domaine qui avance très, très, très vite. Et c'est là aussi où l'Europe et même la France sont assez à féliciter sur leur réaction politique, parce qu'elle a quand même été assez rapide, même si elle n'arrivera pas à aller aussi vite que l'évolution technologique, mais ils ont quand même su se réagir vite et commencer à donner une réponse, qui est toujours mieux que pas de réponse du tout. Donc, ça ne fait que commencer, on va continuer et on va en entendre parler de plus en plus, on va la voir se développer de plus en plus. Donc, mon message principalement, c'est, je peux totalement comprendre que c'est un sujet qui puisse inquiéter, mais ma recommandation, c'est d'essayer de dépasser vos craintes et faites vos propres essais. L'outil ChatGPT 3 est gratuit, les concurrents comme Copilot de Microsoft, dont j'ai très peu parlé, mais également Grok c'est lancé par Elon Musk, le modèle Llama lancé par Facebook, j'en oublie beaucoup, il en existe beaucoup. Euh, Ces outils-là sont pour la plupart accessibles soit gratuitement, soit dans une version limitée. Donc, ils permettent d'être essayés. Faites vos propres essais, amusez-vous avec, jouez avec. C'est le meilleur moyen de faire ces erreurs, de détecter des anomalies ou bah, de se rendre compte du potentiel que ça peut avoir et de l'intérêt que ça peut avoir dans notre vie de tous les jours. Soyez conscient des risques, j'en ai parlé, mais également soyez conscient du potentiel. C'est que voilà, c'est ni blanc ni noir, c'est une révolution, elle arrive, elle est là. Donc, le meilleur moyen d'être conscient des risques et effectivement d'œuvrer à les limiter ou de suivre un petit peu ce qui se passe pour limiter ces risques-là. Les entreprises qui travaillent dans la tech sont très très conscients des risques, mais comme ils sont également très très conscients du potentiel, et notamment du potentiel économique que ça peut avoir pour eux, bah justement ils travaillent beaucoup pour minimiser, pour réduire ces risques-là. Et donc le dernier message, bah, il découle un petit peu de tout ça, c'est rester informé. Euh, Justement,
sans crainte, je dirais, avec une vision qu'on devrait avoir quand on suit l'actualité, c'est une vision un petit peu de recul, et puis se dire, bah, écoute, ça, c'est bien, ah, ça, c'est inquiétant. Et puis, effectivement, rester informé, que ce soit par les médias ou par quelques sites internet que je vais vous présenter. Mais principalement, voilà, faites vos essais et puis amusez-vous avec l'intelligence artificielle. Pour aller un petit peu plus loin, je vous ai mis quelques liens. Alors, quand je dis je vous ai mis, je vous les présente là de façon listée. Agnès vous proposera le lien d'une version PDF de cette présentation avec, pour chacun, c'est des liens cliquables. Vous pourrez accéder, mais sinon, en tapant sur votre moteur de recherche préféré pour pas faire de pub, chacun des mots ou des noms précis, vous pourrez accéder soit à ChatGPT, donc d'OpenAI, Copilot de Microsoft, Gemini, que j'ai pas évoqué, qui est l'intelligence artificielle de Google, euh, qui se battent pour la première place, mais le ChatGPT reste encore aujourd'hui, ça pourrait évoluer en tête. Et puis un petit nouveau qui est français, donc un petit cocorico qui s'appelle Mistral AI, donc qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui que les autres, mais dont les performances alors, quand je parle de performance, il existe des outils pour mesurer les performances. Je ne l'ai pas évoqué, parce que ce n'est pas forcément un intérêt dans une vulgarisation, mais il y a des outils voilà, qui analysent sa rapidité d'exécution, la façon dont elle est pertinente. Des exemples types, c'est avec quel pourcentage de réussite elle est capable de passer l'examen du barreau pour devenir avocat aux États-Unis. Toutes l'ont passé. Très, très clairement, les quatre qui sont à l'écran ont passé haut la main le barreau américain. Et voilà, cette dernière petite intelligence artificielle qui est pas si petite que ça et qui commence à faire un gros bruit dans l'univers de l'intelligence artificielle, même si son nom est pas très connu, elle offre beaucoup, beaucoup d'espoir et notamment bah, pour l'entrepreneuriat français. Je vous ai mis également, alors là, j'ai fait pareil, un extrait du très très grand nombre de chaînes YouTube qui existent sur le sujet. Celle de Ludo Salen, bah, tout simplement parce que c'est celle que je suis le plus. C'est un Français qui habite Le Havre, qui fait une revue je vais pas dire quotidienne, mais quasiment, parce qu'en fait, il fait quasiment une vidéo dès qu'une nouveauté sort, parce qu'en la présentant, en la testant parfois dans la vidéo. Mais c'est par lui que j'ai appris bah, le concept justement de comment créer un prompt optimal. Et donc voilà, c'est un des moyens de se tenir informé sur l'évolution du sujet. Two Minute Papers, qui est une chaîne YouTube anglophone, et Underscore, qui est une chaîne YouTube française sont également deux sources d'actualité sur la technologie en général, mais l'intelligence artificielle en particulier, très très pertinente et de très grande qualité. Le dernier lien que je vais vous donner, et alors là, il n'a rien à voir, plutôt il a à voir avec le sujet, mais il n'a rien à voir avec, enfin c'est plutôt un petit clin d'œil. Je l'ai découvert hier soir, donc c'est tout frais. Euh, c'est un Mensan qui a publié sur la page Facebook de Mensa France euh, un lien vers une expérience qu'il a créée qui s'appelle Beep Show AI. Et en fait, c'est un exercice dans lequel il lie intelligence artificielle et théâtre d'improvisation. Et pour avoir survolé un petit peu le mode de fonctionnement, bah, le théâtre d'improvisation, je sais que nos amis canadiens connaissent bien, mais ça marche très très fort aussi en France. Dans le cas du théâtre d'improvisation, les spectateurs vont proposer des mots. L'intelligence artificielle va les classer, les sélectionner, va parfois interagir avec les spectateurs, va parfois interagir avec les acteurs. Et voilà, il a fait je dirais une nouveauté comme on les aime bien, de mêler l'intelligence artificielle et le théâtre d'impro. Et voilà, je considérais que pour conclure cette conférence, euh, c'était intéressant de l'évoquer et de lui faire peut-être un petit peu de pub. Bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Je suis volontairement resté concentré, donc j'ai pas trop suivi le timing. J'en suis désolé. Oula, j'ai très peur quand je vois le chiffre, mais j'espère que j'ai lancé le compteur tardivement. Euh, Merci. et puis sur ce nombre de spectateurs, mais j'espère que ça vous a intéressé. Merci à vous.
Merci Thomas, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement de cette conférence. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant, très complet. Il y a eu beaucoup de messages dans le chat te remerciant et je coupe l'enregistrement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore.